Le 4 avril 2020, près de la moitié de l'humanité est confinée. Les yeux du monde entier sont braqués sur la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie de Covid-19. Tout est parti de cette ville, de 11 millions d'habitants. Mais l'origine du virus reste encore à déterminer. Est-il né sur un marché vendant des animaux sauvages ou dans un laboratoire? Au cœur des rumeurs, situé discrètement en périphérie de la ville, un P4, un laboratoire haute sécurité qui étudie les virus les plus dangereux et pour lesquels il n'y a pas de vaccin. Un P4, ça peut servir à trouver des vaccins, à manipuler des virus, à notamment, par exemple, trouver des virus naturels, à essayer de les rendre plus résistants. On a assez peu d'informations en réalité sur la banque de données qu'il y avait dans ce laboratoire P4. Donc en fait, c'est justement le manque de visibilité sur ce qui se fait à Wuhan qu'il y a eu des doutes, qu'il y a eu des inquiétudes. On sait encore très peu de choses de l'origine de ce Covid-19. Et que la nature ayant horreur du vide, quand on sait très peu de choses, ça donne libre cours à toutes sortes de théories, notamment complotistes, qui peuvent se poser la question de d'où vient ce virus, est-ce que c'est accidentel ou est-ce que c'est intentionnel, est-ce qu'on nous cache la vérité. La probabilité pour qu'un virus de ce type soit sorti du P4 est aujourd'hui extrêmement faible et vous avez très peu de scientifiques qui mettent cette hypothèse en œuvre. Pourtant, ces rumeurs embarrassent la France. Car ce laboratoire de pointe a vu le jour grâce à l'aide technologique française. Une collaboration ultra sensible entre Paris et Pékin. Pour la comprendre, il faut remonter 17 ans en arrière. Une certaine psychose s'est emparée de Pékin. Les gens cherchent à quitter la ville à tout prix. De hauts dirigeants partent se mettre au vert. Arrivé dans une capitale qui vit au ralenti, Jean-Pierre Raffarin se veut serein. Pour ce bref séjour, 30 heures, placé sous haute surveillance sanitaire, les déplacements seront extrêmement réduits. Le 25 avril 2003, la Chine est en pleine épidémie d'un autre coronavirus, le SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère. Le Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, est le seul chef de gouvernement étranger à se rendre à Pékin pour montrer sa solidarité. Un geste politique apprécié par son homologue chinois, Wen Jiabao. C'est une épidémie qui préoccupe la population, ça se sent. On voit des gens avec des masques, on voit les autorités aussi préoccupées, mais c'est une mobilisation, je dirais une mobilisation nationale et nous devons être solidaires parce que c'est le genre d'événement qui peut arriver partout dans le monde aujourd'hui. À l'origine, Jean-Pierre Raffarin est venu principalement pour affaires. 30 Airbus vendus pour un montant de 700 millions d'euros. Et le projet d'une centrale thermique Alstom sont signés ce jour-là. Échange de bons procédés, Jean-Pierre Raffarin a transmis une invitation de Jacques Chirac au président chinois pour qu'il participe en juin au sommet du G8 à Évian. Avec Jacques Chirac arrive une nouvelle idée. Avec la Chine, il faut construire des projets communs, y compris des stratégies sur un plan technologique avancé, où là, il ne s'oblige pas seulement de leur vendre des choses, mais de construire ensemble. Au début des années 2000, la Chine apparaît vraiment aux yeux de tous, que ce soit les décideurs politiques, mais aussi les élites économiques, comme une terre d'avenir et un potentiel considérable en termes de marché, en termes de croissance, etc. Et donc, c'est la course. Toutes les grandes puissances industrielles et scientifiques vont chercher à nouer des partenariats avec la Chine. La Chine a à l'époque des moyens financiers et est donc prête à financer des transferts de technologies. Et en cette période épidémique qui touche leur pays, les autorités chinoises sont prêtes à mettre le prix qu'il faut pour obtenir une technologie de pointe qui leur manque, celle d'un laboratoire de haute sécurité biologique, le fameux P4. Au moment de la crise du SRAS, la Chine contacte d'abord les États-Unis pour obtenir le P4 et les Américains, à l'époque, ne voulaient absolument pas livrer un P4 à la Chine. Les Américains craignaient finalement que la Chine fasse un mauvais usage du P4 et crée éventuellement des armes biologiques. Donc les Américains ont décliné et la Chine à l'époque, ce qui était plutôt logique, s'est tournée vers la France puisque 4 ans avant le SRAS, la France
avait inauguré à Lyon le P4 Jean Mérieux, un P4 de très haut niveau, le plus gros P4 en Europe. À la différence des Américains, les Français sont prêts à révéler les secrets de fabrication de leur laboratoire, et cela afin d'anticiper et d'endiguer les futures pandémies. L'année suivante, c'est le chef de l'État en personne qui se rend à son tour à Pékin. Bonjour, merci infiniment de votre accueil. Je suis très sensible. Au programme, la signature d'un accord de coopération contre les maladies infectieuses. Il passe tout d'abord par la réouverture d'un institut Pasteur à Shanghai et par la construction du P4 à Wuhan. Jacques Chirac, comme une partie du gouvernement français, ont pensé finalement que le P4 allait probablement charrier beaucoup de contrats, d'intérêts économiques français en Chine, dans le domaine sanitaire, que plusieurs entreprises pourraient profiter un petit peu de ce projet-là. Comme leurs homologues américains, la défense et le renseignement français mettent en garde le gouvernement contre un tel transfert de technologies ultrasensibles. Nos services avaient trouvé que la Chine finalement projetait à l'époque de construire 5 P4, dont certains à dimension militaire. Donc il y avait véritablement une inquiétude de ce niveau-là, puisque la Chine ne donnait pas des gages de fiabilité et ne respectait pas la parole qu'elle avait donnée aux autorités françaises. Une manière de se rassurer, après la livraison de l'outil, c'est de dire on va développer une coopération qui va permettre de garder un certain regard sur ce qui se fait sur cet outil, un certain accompagnement. Et puis, on n'est pas là juste pour construire un bâtiment, on est là aussi pour développer des synergies de recherche universitaire. La Chine a toujours mis en avant, évidemment, l'idée d'une coopération gagnante-gagnante, l'idée qu'il fallait aider les peuples respectifs, etc. Mais derrière, il y a évidemment une logique de puissance. Embarrassés par ce projet sensible, les gouvernements successifs français vont traîner des pieds. Il faudra attendre 13 ans pour que le laboratoire soit enfin inauguré par le nouveau Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Ce laboratoire où nous nous trouvons et que nous avons bâti ensemble sera un fer de lance de la lutte contre les maladies émergentes. La France sera aux côtés de la Chine. On aperçoit un singe d'ici, monsieur. Malgré les promesses initiales, la coopération entre les chercheurs chinois et français sur les maladies infectieuses ne démarrera jamais. La Chine est aujourd'hui la seule maître à bord du P4, donc on voit bien finalement que, effectivement, côté français, souvent il y a une naïveté finalement sur nos relations avec la Chine. On pense toujours qu'on va pouvoir nourrir des coopérations, que ça va déboucher sur beaucoup de contrats économiques, sonnants et trébuchants. C'est rarement le cas. La France n'a rien gagné de son investissement. La Chine, elle, est maintenant dotée d'un laboratoire de pointe, déjà engagé dans la course au vaccin contre le Covid-19. Le P4 de Wuhan est le symbole du succès de la stratégie des dirigeants chinois. En 4 décennies, ils sont parvenus à hisser leur pays à la 2e place mondiale, en partie grâce au transfert de technologie. Cette ascension fulgurante est guidée par une vision à long terme, une stratégie de conquête inspirée du jeu de Go. Ce jeu millénaire, inventé en Chine, influence son art de la guerre depuis la nuit des temps. Littéralement Weishi, en chinois, signifie « jeu de l'encerclement ». Il s'agit non pas de détruire un adversaire en lui prenant ses pièces, mais c'est un jeu qui consiste à l'encercler progressivement en partant des extrémités pour se rapprocher du centre. Encercler, ça veut dire créer une logique de suprématie acceptée d'une certaine manière. Mais ça ne veut pas dire détruire et soumettre. Le jeu de Go est un jeu qui dure longtemps. On se moque des petites défaites et des petites victoires.
Le but du jeu n'est pas d'éliminer son adversaire. C'est pour ça que je trouve ce jeu intéressant. La victoire est offerte à celui qui maîtrise la vision d'ensemble et conquiert le plus de territoire. On fait un coup qui est plein de fumée, et puis on fait d'autres coups moins frontaux, sinueux, et qui à terme permettront d'aboutir. Cette conquête, patiente et graduelle, s'illustre parfaitement dans la stratégie internationale du président actuel, Xi Jinping. À l'université de Pékin, Xi Jinping a dit aux élèves que la diplomatie chinoise est comme le Go. Il voulait dire que jouer au Go, ce n'est pas comme aux échecs, où il y en a un qui meurt et un qui survit. C'est vrai que quand on joue au jeu de Go, on met des pièces un peu partout sur l'échiquier, et puis qu'à un moment donné, on a perdu. Et je pense que par rapport aux étrangers, ça s'est souvent passé comme ça. C'est-à-dire que nous, on a regardé des objectifs, on a regardé des trucs très précis ici, et puis de l'autre côté, les Chinois, ils ont mis des pièces un peu de tous les côtés. Puis un beau matin, on s'est réveillé, et on avait perdu. Une stratégie victorieuse que les Occidentaux n'ont pas vu venir. Personne ne pouvait imaginer un tel tour de force, vu l'état de la Chine il y a 45 ans. En 1975, Pékin sort de la révolution culturelle. Le chaos a décimé les élites. Mao Tse-tung est toujours au pouvoir. La révolution n'a pas tenu ses promesses d'abondance. La nourriture est encore rationnée et la disette sévit dans plusieurs régions. La Chine, isolée depuis des décennies, est un nain économique. Elle compte 900 millions d'habitants, mais son PIB est 5 fois plus faible que celui de la France. Tout était arriéré. C'était une société agricole. Des charrettes et des colonnes de chevaux dans la rue, des vélos. C'est l'un des compagnons de route de Mao, Deng Xiaoping, qui va lancer la Chine sur sa trajectoire triomphante. Sa vision d'une Chine prospère et puissante va inspirer ses successeurs pendant plus de 40 ans. À cette époque, il n'est encore que le numéro 3 du régime, chef de file du courant réformateur. Et il a une idée en tête, ouvrir le pays à l'Occident pour le moderniser. Il avait dit « la Chine ne sait pas travailler, donc il faut qu'on apprenne par les Occidentaux pour qu'ils nous apprennent à travailler, travailler à la chaîne, travailler en usine, sortir des produits, les exporter ». Cette année-là, Deng Xiaoping pose sa première pierre. C'est la France qu'il choisit pour ouvrir son pays à l'Occident. Le 12 mai 1975, le compagnon de route de Mao est accueilli sur le tarmac d'Orly par le Premier ministre Jacques Chirac. Le moment est historique. C'est avec tous les honneurs réservés au chef d'État que la France reçoit pour une semaine Deng Xiaoping. Résidence à l'hôtel Marigny, dîner à Matignon et à l'Élysée demain soir. C'est aussi la première fois qu'un dirigeant chinois de ce rang effectue une visite officielle dans un pays d'Europe occidentale. Un dirigeant chinois qui sort du pays pour visiter la France, pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose de banal. Mais à l'époque, dans les années 1970, cela demandait beaucoup de courage. Deng Xiaoping sait que son choix de la France sera bien perçu en Chine. C'est certes un pays capitaliste, mais les dirigeants communistes n'ont pas oublié que c'est la première puissance occidentale qui a reconnu la République populaire de Chine 11 ans plus tôt. En plus, Deng Xiaoping avait une connaissance de la France. Il avait travaillé et vécu en France avant, dans des conditions ouvrières, mais il connaissait le pays et il aimait bien ce pays. Le président Valéry Giscard d'Estaing va tout faire pour que le numéro 3 chinois découvre les dernières technologies françaises. Après la réception à l'Élysée, le Quai d'Orsay a chargé un jeune diplomate sinophone, Claude Martin, de l'accompagner sur le terrain. Il vient avec une idée en tête,
acheter des technologies, acheter des usines, ouvrir la Chine au monde moderne. Tout de suite, ils commencent à dire « nous voulons des centrales nucléaires en Chine ». Dans le Gard, le vice-premier ministre de la République populaire de Chine, accompagné de M. Poniatowski, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a visité le centre atomique de Marcoule. Il a particulièrement été intéressé par la pile Phénix. Et là, il se rend compte à quel point la France s'est développée. Et là, voilà, pour lui, c'est un choc. Il est conforté dans son analyse que pour se développer, la Chine va avoir besoin d'une technologie étrangère, de biens étrangers. Dans tous les domaines, Deng Xiaoping et sa délégation expriment des volontés d'acheter de la technologie française. Nous nous interrogeons en même temps sur le choix que représente l'ouverture d'une grande coopération avec la Chine qui se ferait avec un pays qui n'a pas encore beaucoup d'argent. Aucun contrat ne sera signé au terme de cette visite de 6 jours. Deng Xiaoping n'a pas encore le pouvoir pour lancer son plan. Un an plus tard, un événement va faire basculer l'histoire de la Chine. Ce jour-là, les Chinois pleurent leur président tout-puissant. Mao Tse-tung est mort après 27 ans de règne. 2 ans plus tard, Deng Xiaoping devient le chef suprême. Il a maintenant la main pour faire de son pays une grande puissance. Pour sortir les Chinois du sous-développement, il lance un plan radical afin de moderniser l'agriculture, l'industrie et les technologies. Pour construire cette économie différente, ils avaient impérativement besoin de l'aide occidentale. Il fallait qu'ils fassent profil bas. Quand je dis bas, c'est très très bas. Et qu'ils apparaissent finalement comme un pays en déclin, faible, un modèle communiste fragilisé, ayant échoué. Faire profil bas est une stratégie. Et son objectif, c'est quoi? Devenir plus fort. En 1980, le nouveau leader chinois fait un coup audacieux en sollicitant la Banque mondiale, une institution libérale destinée au financement des pays en voie de développement. La banque envoie alors ses économistes en terre communiste. Le sino-américain Er Changhua fait partie des premiers voyages. Deng Xiaoping dit « La Chine est un pays très pauvre. Nous avons besoin de votre aide. Vous, à la Banque mondiale, pouvez-vous faire des projections pour voir comment l'économie chinoise peut se développer d'ici l'an 2000 et nous conseiller sur les réformes à entreprendre ?» L'économiste et ses collègues ont pour mission d'aider les dirigeants communistes à piloter le pays dans sa métamorphose. Et les Chinois ont des objectifs qui semblent démesurés. Deng Xiaoping nous avait dit qu'il voulait multiplier le PIB par 4 d'ici là. Pour nous, c'était théorique. Bien sûr que c'est possible, mais seulement si votre économie croît de 9 à 10% par an pendant 20 ans. On n'était pas certain d'y arriver. Aucun pays n'avait fait ça auparavant. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, personne ne soupçonnait, c'était que Deng Xiaoping était avant tout un visionnaire et que la stratégie qu'il a écrite et qu'il a expliquée à l'époque, c'est ce qu'ont appliqué les Chinois jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est la force de la Chine, c'est qu'ils sont capables de travailler dans le temps sans jamais remettre en cause une stratégie si elle est bonne. Enfin stratège, le chef suprême encourage les entreprises étrangères à venir en Chine, qui à l'époque est encore coupée du monde. Son coup est simple. Elles produiront sur place les produits destinés aux milliards de futurs consommateurs chinois. Une aubaine en apparence pour les investisseurs étrangers. Allez-y, moteur, action! It's good, Janet, it's good! It's good! Good, Janet! Les constructeurs automobiles font partie des pionniers. En 1986, Peugeot Citroën fête sa récente implantation en Chine
avec une publicité mémorable, destinée à la fois au marché français et chinois. On voit tout de suite, sur le plan des automobiles, l'idée que les Chinois vont tous avoir une voiture ou deux d'ici le début du XXIe siècle. Et donc, tout le monde avait vraiment des étoiles dans les yeux. Pour montrer leur désir d'ouverture, les autorités chinoises ont été jusqu'à autoriser l'AX française à dévaler la muraille de Chine, rempart millénaire contre les invasions, tout un symbole. Un coup politique, cet obscur objet de consommation occidentale sur la muraille de Chine, image complètement surréaliste, mais les Chinois sont ravis. Un coup sévère porté à la concurrence, 13 constructeurs avaient déjà postulé sans succès pour cette aventure exotique. Révolutionnaire. Dans les années 80, nous espérions tous l'arrivée en Chine d'entreprises étrangères, de capitaux étrangers. Le plus, ce serait le mieux. Nous étions tous très optimistes. Nous espérions que ces entreprises étrangères allaient apporter un mode de management neuf, à l'occidental. Les Occidentaux pensent jouer un coup gagnant en implantant leur plus grande firme en Chine. Mais il y a une contrainte. Ces fleurons de l'automobile, du pétrole, du nucléaire ou encore de la chimie ont l'obligation de s'associer à une usine locale dans une coentreprise. Et dans cette économie communiste totalement planifiée, ce partenaire majoritaire au sein du capital, c'est forcément l'État chinois. Pour appâter l'autre, la notion de coentreprise, c'est un super concept. L'idée est d'échanger le marché contre les technologies. Et pour cela, il faut créer une entreprise commune. Ainsi, la partie chinoise pouvait étudier les technologies occidentales. Nous, en Chine, on s'inspire du meilleur chez les autres. La Chine est le meilleur élève du monde. Savoir apprendre est important, en particulier apprendre de tes rivaux. Notre plus grand rival doit être en même temps notre partenaire et celui avec lequel tu apprends. Peugeot accepte ce deal. Accès au marché chinois contre technologie française. Pour ouvrir une usine à Canton, le groupe a dû s'associer à un constructeur de camions local qu'il n'a pas choisi. Après 2 ans d'exercice, un reportage dévoile les contreparties de ce mariage arrangé. En Chine, l'ouverture sur l'étranger est à la mode aujourd'hui. Pour l'heure, l'appui des autorités est total. Et pour cause, si la majorité des pièces détachées sont importées de France actuellement, dans 10 ans, toutes les 505 breaks ou les 504 pick-up fabriquées ici seront chinoises à 90%. Petit à petit, il doit former les locaux pour étendre le marché. C'est très naturel, c'est une fusion d'intérêts. Les ouvriers apprennent à assembler de vieux modèles. Car si les Français sont obligés de partager leur savoir-faire, ils ne donnent pas tous leurs secrets à leurs partenaires. Les grandes marques, ils n'arrivent pas avec la dernière automobile qu'on vend en Occident. C'est-à-dire, ils arrivent avec un modèle qui est déjà un peu obsolète ici et qu'on va transposer là-bas parce qu'on va dire que ça suffit pour le marché chinois. Mais dans tous les domaines, ça va être comme ça. Le retard était tellement gigantesque de toute façon que même si on arrivait avec des technologies qui étaient un petit peu en retard, on va dire, par rapport à ce qui se faisait en Occident, pour eux, c'était un rattrapage gigantesque. Les Occidentaux sont très malins dans leur manière de faire du business. Concernant les transferts de technologie, ils cherchent à profiter de nous. En freinant l'accès à leur technologie, les Français pensent éviter la création d'un futur concurrent. Un danger que mesure déjà le directeur de l'usine de Canton à l'époque. Le risque existe, mais c'est un risque qui est dans un délai relativement éloigné, je pense, c'est-à-dire supérieur à 7 ou 10 ans. Et en tout état de cause, je pense que la Chine est suffisamment intéressante et un marché suffisamment important pour quels que soient les risques que Peugeot cherche à s'y implanter. Mais les Occidentaux sous-estiment la détermination de leurs partenaires. Les Chinois veulent rattraper leur retard au plus vite. Sur la machine-outil, vous pensiez qu'on avait mis un simple ouvrier qui était sur la machine-outil. Mais en réalité, ils avaient mis un ingénieur qui sortait d'une grande école pour regarder comment marchait la machine, comment on pouvait la corriger, comment ça. Ils n'hésitent pas à aller chercher les informations manquantes par tous les moyens possibles.
Ça, c'est là on rentre dans la copie, l'espionnage et toutes les méthodes possibles et inimaginables. Quel que soit le risque, de nombreux grands acteurs de l'industrie occidentale tentent l'aventure chinoise, alléchés par les perspectives de croissance. Les multinationales, les grandes compagnies occidentales, elles ne regardent pas à 50 ans pour voir si un jour la Chine leur taillera des croupières. Parce que l'idée, c'est que nous sommes les plus forts dans la recherche, et donc on peut toujours donner des technologies, etc. Mais nous, on sera toujours plus en avance, parce qu'on avance plus vite qu'eux. Et donc, pourquoi pas? À la fin des années 80, grâce à l'ouverture économique, le pays se modernise rapidement. Le niveau de vie des citadins progresse, les produits se diversifient dans les magasins, mais ce décollage économique va bientôt se gripper, brutalement. L'ouverture et la croissance ont apporté corruption, inflation, mais aussi des envies de liberté. En ce début de juin 1989, la place Tiananmen gronde des rêves démocratiques de la jeunesse, et cela depuis 8 semaines. Pour y mettre un terme, Deng Xiaoping choisit la répression sanglante. Un régime qui, pour survivre, doit tirer sur la jeunesse qu'il a formée et qui se dresse contre lui au nom de la liberté, ce régime n'a pas d'avenir. We deplore the decision to use force, and I now call on the Chinese leadership publicly, as I have in private channels, to avoid violence and to return to their previous policy of restraint. Combien de victimes ont fait ces événements? Plusieurs milliers de morts sont évoqués. Le bilan réel ne sera jamais connu. La propagande transforme la révolte démocratique en émeute contre-révolutionnaire. Dans les semaines qui suivent, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont arrêtées. Les condamnations sont unanimes. Fin juin, l'Europe impose des sanctions, les contacts de haut niveau sont suspendus, les ventes d'armes sous embargo. Mais malgré la situation, personne ne veut vraiment rompre avec le marché chinois. Les investisseurs étrangers attendaient à Shanghai, Pékin et dans les grandes villes. Mais ils n'investissaient plus. Ils ouvraient juste des bureaux pour observer la situation. Ils n'étaient pas sûrs de la direction que prendrait le pays, même s'ils restaient intéressés. Sur le chantier de la centrale nucléaire de Daya Bay, lancé par les Français de Framatome 3 ans plus tôt, le travail se poursuit tant bien que mal. Si des brassards blancs s'affichent sur le chantier en signe de deuil et de protestation, le climat reste serein dans le village réservé aux cadres de Framatome et d'EDF. La France, qui a condamné le gouvernement chinois, n'a pas joint le geste à la parole et le chantier continue à avancer normalement en attendant d'éventuelles sanctions économiques. Pour l'instant, nous nous en tenons, compte tenu de la situation que nous connaissons, à maintenir nos engagements contractuels. En 1989 et 1990, la croissance du pays s'enraye et elle tombe à 4%. C'est le moment où le mur de Berlin tombe. En Europe, le bloc communiste se disloque et l'URSS disparaît. Le communisme paraît condamné, mais pas aux yeux de Deng Xiaoping. Les Chinois avaient toujours considéré que la grande erreur de l'Union soviétique avait été de faire la perestroïka d'abord, c'est-à-dire de mener les réformes politiques avant les réformes économiques au lieu de faire l'inverse. Et Deng Xiaoping réalisait que c'était la voie ouverte au désastre pour le Parti communiste. L'intelligence de Deng Xiaoping a été de remarquer que les États-Unis et l'Europe réussissaient. Grâce à l'économie de marché, il s'est dit « faisons pareil ». En 1992, à 88 ans, Deng Xiaoping annonce au monde un nouveau concept,
il invente l'économie socialiste de marché. En entendant le mot marché, les entreprises occidentales sont rassurées et vont investir en masse. Ça va être une formidable période d'expansion économique pour la Chine. Toute la planète va investir, pas seulement l'Europe, va investir en Chine dans tous les domaines. Tout le monde voulait prendre la vague du boom économique chinois. Cela arrive rarement de trouver une telle vitesse de croissance. C'était un peu comme faire un voyage sur l'épaule d'un géant. Une chose qu'on vivait tous et qu'on voyait tous, c'est que on faisait tous la danse du ventre devant les Chinois. Le pays devient l'atelier du monde. En plus de produire pour leur marché intérieur, les Chinois fabriquent maintenant des biens de consommation pour la planète entière. Les délocalisations s'emballent, la Chine devient un Eldorado économique. Carrefour a été le premier hypermarché en Chine. Moi, je me souviens, l'ouverture de Carrefour à Pékin, à Beijing, était extraordinaire. Jamais les Chinois n'avaient vu autant de marchandises de tout genre dans un endroit. Les Chinois étaient fascinés et ça a été un triomphe. Les Français se sont dit, ça y est, on va occuper la Chine avec nos magasins. Les volumes sont énormes puisque nous avons un nombre de clients important, très très important, beaucoup plus important que dans nos magasins en France pour la même surface. Et vous espérez faire des bénéfices? C'est difficile en Chine, non? Faudra attendre. On verra ça sur le long terme. L'enrichissement de la Chine est fulgurant. Le plan mis au point par Deng Xiaoping réussit même mieux que prévu. Avec 3 ans d'avance, en 1997, la Chine a atteint l'objectif de quadrupler son PIB par rapport à 1985. C'était incroyable. Elle avait tenu le rythme de 9 à 10% de croissance par an. Fort de cette réussite sans précédent, les Chinois deviennent de plus en plus exigeants sur les conditions d'accès à leur marché. Au moment de la signature des contrats, ils mettent un maximum de pression. J'ai vu des dizaines et des dizaines de sociétés françaises dont les représentants allaient en Chine négocier et après des négociations très difficiles, les Chinois ne signent pas et ils disent on signera à l'aéroport. Les Chinois savent très bien quand un négociateur en face d'eux a besoin de conclure ou n'a pas besoin de conclure. S'il a besoin de conclure, il est dans une très mauvaise position, il doit tout accepter. J'ai vu énormément de sociétés, de représentants de sociétés, le couteau sous la gorge, signer des transferts de technologie au moment de l'embarquement. Dans l'automobile, les Français de Peugeot en font les frais. La co-entreprise de Canton est fermée. La Chine ne veut plus des vieilles 504 destinées aux pays en voie de développement. Pour les Chinois, non, ça ne va pas. On n'est pas un pays parmi d'autres, on est la Chine. Et puisqu'on est en train de prendre notre envol, on veut la pointe de la technologie, les derniers produits, etc. On s'est fait dire, désolé, mais Peugeot à Canton ne sera pas dans le plan automobile chinois. Alors que la concurrence s'intensifie, pour profiter du marché chinois, les entreprises françaises vont alors trouver un ambassadeur de premier plan. En 1997, Jacques Chirac est le premier chef d'État occidental à se rendre en Chine depuis les événements de 1989. Et c'est sur la place même où a eu lieu le massacre que Jiang Zemin, le successeur de Deng Xiaoping, le reçoit. Le but de la visite, aider les entreprises françaises. Mais avant de parler affaires, Jacques Chirac va se montrer conciliant sur l'épineuse question des droits de l'homme. La France, qui n'a bien sûr de leçons à donner à personne, mais qui souhaite défendre partout les droits de l'homme, a ouvert avec la Chine un dialogue confiant, constructif, exigeant. Un dialogue respectueux de l'histoire, des mentalités, des traditions, des rythmes, bref, de l'identité de chacun. Devant les caméras,
les deux présidents signent un texte, négocié pendant des mois. Il contient un paragraphe sur la valeur universelle des droits de l'homme, mais avec un bémol, la reconnaissance d'une particularité culturelle chinoise basée sur son histoire. Chirac justifie, disons, sa lâcheté par une espèce de grande admiration pour une culture différente et par la volonté de ne pas choquer des représentants de cette culture millénaire. Bien sûr que la culture chinoise est ancienne, mais on ne peut pas dire que les dirigeants du Parti communiste chinois sont le représentant de 5000 ans de culture chinoise. Pour Jacques Chirac, l'effort diplomatique en vaut la chandelle. Au cours de sa visite, Airbus fait une percée sur le marché chinois. Signature d'un accord portant sur la vente de 30 Airbus. Pour Jacques Chirac, l'entrée en matière de sa première visite officielle en Chine est plutôt réussie. Avec plus d'1 milliard d'euros de commandes, le président VRP français affiche sa réussite. Les dirigeants occidentaux ne se cachent plus pour faire des affaires avec la Chine. Ils vont même l'aider à entrer dans le sein des saints du commerce mondial. En 2001, c'est dans un hôtel de luxe de Doha que l'Organisation mondiale du commerce accueille officiellement son 143e pays membre, la République populaire de Chine. C'est un moment important dans l'histoire de la Chine et dans l'histoire de la mondialisation, parce que c'est le point d'aboutissement de ce que Deng Xiaoping avait décidé à la fin des années 70, qui était que pour réussir le pari économique chinois, il fallait ouvrir la Chine. L'OMC a été créé quelques années plus tôt afin de faciliter et de contrôler les échanges commerciaux sur la planète. En l'intégrant, la Chine gagne ainsi une assurance contre un éventuel protectionnisme de la part des autres membres. Tant que vous n'êtes pas membre de l'OMC, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec vos exportations. Avant qu'ils ne rentrent à l'OMC, si les Européens ou les Américains voulaient mettre un tarif de 50% sur les voitures ou les carottes, il n'y avait aucun problème. Comme au jeu de Go, le parti décide de sacrifier des positions pour en gagner dans le futur. Il ouvre certains secteurs comme l'automobile, baisse les droits de douane et s'engage à respecter la propriété intellectuelle. En échange, l'OMC lui accorde un délai de 15 ans pour faire sa transition vers l'économie de marché. Ils avaient le droit pendant un certain temps de maintenir l'économie d'État dans un certain nombre de domaines, en particulier les entreprises d'État, les services, etc. Avec l'idée qu'en 2015, 2016, tout ça devrait disparaître. Ce que nous espérions, en acceptant l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, en les intégrant comme partenaires dans le système international, c'est que la Chine se mettrait à nous ressembler un peu plus. Les Occidentaux font un pari politique. Avec l'émergence d'une classe moyenne, les Chinois voudront se faire entendre de leurs dirigeants et la démocratie s'imposera. Dans l'immédiat, l'opération profite d'abord aux entreprises étrangères. Les PME voient par exemple leur activité augmenter chaque année de 20 à 30% en moyenne. Pour des grands groupes comme l'entreprise pharmaceutique Sanofi, c'est 50% en 2005 et en 2006. Mais une donnée interpelle les dirigeants chinois. À cette époque, 60% des profits réalisés dans le pays vont dans les poches des entreprises étrangères. On a commencé à être de plus en plus fiers d'être chinois. Les Chinois pensaient qu'ils travaillaient beaucoup, mais c'était les Occidentaux qui en profitaient. Est-ce que tout cela était juste ? On devait fabriquer 800 millions de chemises pour acheter un Boeing. Alors on s'est demandé si le moment n'était pas venu d'améliorer notre mode de développement. L'objectif est maintenant de conduire la Chine vers la maîtrise des industries de pointe, plus lucratives. Dans le domaine ferroviaire, les dirigeants du Parti communiste vont réussir un coup de maître. Aveugler suffisamment les industriels occidentaux pour mieux les surpasser. Depuis 30 ans, le rêve des ingénieurs chinois est de concevoir un train à grande vitesse.
N'y arrivant pas par leurs propres moyens, ils vont jouer de la concurrence entre étrangers pour obtenir la technologie qui leur manque. À l'époque, la Chine disait qu'il voulait développer le plus grand réseau de grande vitesse au monde. Il n'y avait pas le premier kilomètre. Mais c'est vrai que le marché potentiel en Chine à l'époque était bien plus important en termes de nombre de rames que toutes celles qui avaient été produites jusqu'à présent. Donc c'est vrai que c'est un véritable Eldorado. Chaque constructeur étranger se voit attribuer une première part de marché en échange de transfert de technologie. Alstom, prudent, refuse de céder celle du TGV et propose un train moins rapide. Mais au final, le Canadien Bombardier et surtout le Japonais Kawasaki et l'Allemand Siemens proposent leur meilleur modèle. Tous, évidemment, se sont mis à travailler sur ce dossier en disant c'est le contrat du siècle, hein. Donc on va faire tout ce qu'il faut. Et bien sûr, pour convaincre qu'on est le meilleur dans le contrat du siècle, on fait des efforts qu'on ne ferait pas pour les autres, y compris en technologie. On en donne un peu plus, on va le plus loin possible. Les transferts de technologie sont pour la plupart volontairement effectués par les entreprises occidentales, qui se font concurrence entre elles. Elles ont accéléré les transferts de technologie vers la Chine et ont utilisé ces transferts pour séduire la Chine. Bien sûr, les Chinois demandaient des choses, disaient mais il faut préciser ça, aller plus loin là-dessus, sinon ça passera jamais. Donc ils manœuvraient pour gagner plus d'informations. Et puis on est arrivé à la remise des rapports, et là c'est là où ça a été très fort, les Chinois ont dit écoutez, vous êtes tous formidables, on n'arrive pas à choisir. Donc on fait un deuxième tour. Deuxième tour, ça veut dire quoi? Encore plus d'informations transmises, et évidemment. Et puis, tout le monde a remis la deuxième offre, et qu'ont dit à ce moment-là les Chinois? Ils ont dit, bah, écoutez, on a réfléchi, dans le fond, on est capable de faire le TGV nous-mêmes. Les constructeurs étrangers, qui avaient pourtant joué le jeu, se retrouvent écartés du marché ferroviaire chinois. Appels d'offres biaisés, subventions étatiques déguisées ou vol de technologie, les chefs d'entreprise occidentaux souffrent de plus en plus de pratiques déloyales. Pourtant, ce sont eux qui font maintenant profil bas. Je me souviendrai toujours de ce directeur général d'un groupe du BTP français qui me dit « On a dû quitter la Chine, on a dû fermer toutes nos usines parce qu'ils nous ont roulé dans la farine. » Moi, très naïvement, je lui demande « Mais dans ce cas, vous en avez averti vos pairs, PAIRS ou les autres groupes français impliqués ?» Ah, pas du tout. On va surtout cacher ça, vous vous rendez pas compte. Il restait encore d'immenses opportunités pour faire du profit en Chine. Les entreprises américaines se plaignaient à huis clos. Et quand nous leur demandions si elles allaient protester, si elles voulaient rendre cela public, elles nous répondaient « Non, car elles avaient peur de subir des représailles. » La question de ces transferts de technologie est au cœur de la visite de Nicolas Sarkozy à Pékin. Quelques mois après son élection, le président français est accueilli par son homologue chinois, Hu Jintao, en poste depuis 5 ans. Tout débute par le rituel des signatures de contrats entre patrons chinois et français. Nicolas Sarkozy est accompagné d'une délégation record d'une 50aine de personnes, avec les PDG du nucléaire et de l'aviation. Cette année-là, Anne Lauvergeon vole la vedette aux autres. Voici un sourire qui vaut 8 milliards d'euros. Car ce matin, à Pékin, il était surtout question de signature et de gros sous. Anne Lauvergeon vient d'officialiser le plus gros contrat jamais signé par Areva, la vente de 2 réacteurs nucléaires EPR de nouvelle génération. L'enjeu, c'est de montrer que cette visite a été un immense succès. D'ailleurs, les journalistes jouent le jeu, hein, en disant « Ouais, tant de milliards, plus d'avions signés que la dernière fois, plus de... » Voilà. Donc, il y a un petit côté, moi, que j'ai toujours trouvé très amusant, qui est une sorte de rivalité entre présidents français ou présidents français et présidents d'autres pays. Ce nouveau contrat de 8 milliards d'euros est vital pour Areva. Dans ce domaine stratégique,
Le fleuron français a dû aussi effectuer d'importants transferts de technologie, définis par les deux États en 1980. Et depuis 20 ans, Areva, anciennement Framatome, a aidé les Chinois à construire 4 réacteurs, dont ceux de Daya Bay. Mais Anne Lauvergeon va rester ferme sur un principe. En 1981, on dit oui, il y aura transfert de propriété intellectuelle des réacteurs construits en Chine, mais pour la Chine seulement. Et ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire que ce transfert de propriété intellectuelle n'est valable que sur le territoire chinois et pas sur le reste du monde. Donc ça veut dire que les Chinois ne peuvent pas prendre ces technologies pour aller les vendre ailleurs. Après 20 ans de pratique, les Chinois maîtrisent maintenant la construction des réacteurs. Et au moment même de la visite de Nicolas Sarkozy, ils ne cachent plus leur ambition internationale. À quelques centaines de mètres de Daya Bay, une centrale identique est en construction. Cette fois, pas un technicien étranger à l'horizon. 70% de la fabrication est chinoise. Comptons sur nos propres forces, c'est le slogan affiché en très grand sur le chantier. Pour M. Tian, rien de plus normal, c'était prévu dans les contrats, et ce n'est qu'une première étape. Dans cette période de transfert de technologies massif et de concurrence de plus en plus forte, le président chinois Hu Jintao encourage son homologue français à faire preuve de pragmatisme. Il y a beaucoup de gens qui militent contre le transfert de technologie, en disant « protégeons notre technologie ». À ce discours-là, le président chinois, d'ailleurs, dit à Nicolas Sarkozy « Vous savez, partez toujours du principe avec la Chine que nous sommes aussi intelligents que vous, mais que nous travaillons plus, donc nous allons plus vite. Sous-entendu, de toute façon, les technologies, on vous rattrape. Donc, autant construire ensemble plutôt que de vouloir se protéger l'un l'autre. » Au dernier jour de sa visite, Nicolas Sarkozy clôt la polémique. Devant les étudiants chinois, il engage la France dans le sillage de cette Chine lancée à toute allure, quel qu'en soit le prix. Sur les transferts de technologie, ils ne me font pas peur. C'est un accord gagnant-gagnant que nous vous proposons. Quand il est face à la Chine, quand on lui dit « Ah, il faut faire attention à ça, il faut faire ça », ça lui dit « Écoutez, à nos ingénieurs d'être assez forts, à nos chercheurs d'être assez forts, et si on commence à avoir peur, autant céder tout de suite. » Et donc, non, Sarkozy n'a pas peur. Nous vous disons, nos meilleures technologies, nous allons les partager avec vous. Mettez vos moyens au service de ce développement. Et choisissez la France comme partenaire. Parce que la France veut travailler avec vous. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur, mais il faut être réaliste. Et ce réalisme, pour moi, il passe par le fait de construire, avec les industriels chinois, des coopérations de long terme. Donc pas seulement la coopération de construction d'un réacteur, mais construire des sociétés communes dans lesquelles nous sommes investisseurs et dans lesquelles nous allons donc durablement rester. Durablement rester. C'est dans le cadre de cette coopération à long terme qu'est construit le premier EPR chinois. Le chantier de ce réacteur nouvelle génération débute fin 2009. Il sera terminé 9 ans plus tard. Une prouesse. Dans la construction des EPR en Chine, ce qui m'a beaucoup impressionné, et ce qui explique d'ailleurs que les EPR chinois soient à la fois en temps et en budget à l'heure, c'est les extraordinaires progrès qu'ont fait les entreprises de génie civil en Chine. Les Chinois construisent des ouvrages complexes partout, tout le temps, et ils sont capables de mettre en œuvre maintenant des technologies absolument stupéfiantes. Au même moment, les Français cumulent les déboires sur leur propre chantier de l'EPR de Flamanville. Désormais à l'étranger, ils s'associent aux Chinois pour de nouveaux projets. L'élève est en train de dépasser le maître. Il est normal aujourd'hui pour la Chine de chercher à être la première puissance scientifique. La question n'est pas est-ce qu'il est légitime ou non pour la Chine de le faire. Il est parfaitement légitime que les autorités chinoises le fassent. La grande question, c'est est-ce qu'il est de l'intérêt de l'Europe et des États-Unis de participer à cela, de faciliter l'accession à la Chine
de ce statut, entre guillemets, de superpuissance scientifique et technologique. Il est probable que les industriels s'en mordent les doigts et qu'en matière de déclassement de puissance, ça soit difficile à avaler. Ouais. La Chine maîtrise désormais des technologies de pointe dans de nombreux domaines et réclame désormais son indépendance. Notre fusée, nos missiles, notre TGV. Toutes ces technologies doivent être développées de manière indépendante par les Chinois eux-mêmes, parce que ça stimule notre fierté d'être Chinois. Donc l'innovation dans ces domaines ne doit plus se faire dans le cadre d'une collaboration sino-étrangère, mais par les Chinois tout seuls. C'est un tournant idéologique. Le succès de cette stratégie éclate aux yeux du monde dans le ferroviaire. En 2011, les premiers passagers embarquent dans un TGV chinois. Parmi les voyageurs, le Premier ministre chinois, Wen Jiabao. C'est l'ouverture officielle de la ligne phare du pays, le Pékin-Shanghai. C'est dit que ça y est, le transfert a été fait, qu'ils se sont appropriés la technologie de nos concurrents, puisque ça ne pouvait pas être la nôtre, et qu'avec ou sans l'aide de nos concurrents, ils l'ont fait évoluer. Leur TGV, qui est évidemment une copie des TGV occidentaux, amélioré parce qu'ils ont pris beaucoup de choses, mais ils ont rajouté leur propre version. Aujourd'hui, vous prenez un TGV en Chine, ben vous serez surpris. Hein. Vous apercevrez que ben non, les meilleurs, ils sont là-bas, ils ne sont pas chez nous. Et du coup, ben, les Chinois font maintenant le tour du monde en disant à tous les pays du monde, vous voulez acheter un TGV, venez voir le nôtre, c'est le meilleur, c'est le plus beau, achetez-le. Les officiels saluent les prouesses de leurs ingénieurs et reconnaissent sans complexe qu'ils doivent beaucoup aux étrangers. La culture de la copie est dans la culture chinoise. L'original et la copie n'entretiennent pas les rapports que nous avons chez nous. Donc c'est très 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 dur de développer une vraie politique d'interdiction de la copie, de la protection de la propriété intellectuelle. C'est très dur. On critique toujours la Chine. Cela nous déçoit beaucoup. Comment ça, on a volé vos technologies? Au début, c'est vrai. La Chine a copié les modèles importés. Ensuite, on s'est entraîné et on les a exportés. C'est pour cela que vous êtes très inquiets. Ce succès aurait été impossible sans le soutien financier et politique du Parti communiste. Une aide d'État massive, en violation des promesses faites à l'OMC. En quelques années, de nouveaux champions industriels chinois sont devenus les maîtres du marché national. Que ce soit dans l'électroménager, les télécoms, l'aéronautique et même le nucléaire. Et c'est un nouvel homme fort qui va les aider à sortir des frontières et à conquérir le monde. L'homme qui s'avance dans la salle de conférence du Palais du Peuple vient de devenir officiellement le maître de la deuxième puissance mondiale pour les 10 prochaines années. Il s'appelle Xi Jinping. À première vue, il ressemble aux apparatchiks qui l'ont précédé, comme Jiang Zemin ou Hu Jintao. La première impression sur Xi Jinping était très confuse. Les gens ne savaient pas que penser de lui. Son chemin vers le sommet était caractérisé par le fait d'être plutôt terne, de ne pas sortir du lot. Car dans la culture chinoise, le clou qui sort est celui qui se fait taper dessus. Et donc, le premier réflexe, à la fois des Chinois mais aussi des étrangers, ça a été de croire que ça allait être un dirigeant réformateur. Ce jour-là, il va prendre la presse internationale de court, en affichant tout haut, à la différence de ses prédécesseurs, de grandes ambitions pour la Chine. Il veut être celui qui va mener le pays au sommet.
Deng Xiaoping avait toujours eu une politique de profil bas. Avant, il ne fallait pas aller claironner sur la scène internationale que la Chine était grande et forte. On s'en tenait à dire que la Chine était un grand pays en voie de développement. Mais Xi Jinping considère que la Chine est déjà grande et forte et que le pays doit assumer le rôle d'une grande puissance sur la scène internationale. Il arrive à un moment crucial. Il doit conduire notre parti vers davantage de puissance et de grandeur. Sa génération a toute l'histoire chinoise entre ses mains. Immédiatement, le nouveau leader affirme son autorité en lançant une campagne anti-corruption d'une ampleur exceptionnelle. Dès 2013, Xi Jinping s'attaque aux cadres du parti qui se sont enrichis illégalement durant le boom économique. En 5 ans, 1,5 million d'entre eux sont punis. Cette campagne contre la corruption permettra à Xi Jinping de reprendre en main entièrement le parti et d'éliminer toute forme d'opposition. C'est un moyen à la fois de se débarrasser de ses rivaux éventuels et en même temps, c'est un moyen de gagner le soutien de la population en punissant ceux qui, par leur corruption, pourrissent la vie des petites gens. Et le monde entier va bientôt réaliser que pour maintenir le parti au pouvoir, Xi Jinping est prêt à aller beaucoup plus loin. En 2014, il s'attaque à une célèbre journaliste dissidente. Gao Yu est une figure de la révolte de Tiananmen. Depuis, elle publie régulièrement des articles critiques dans des journaux de Hong Kong. Son arrestation révèle la part d'ombre du nouveau président. 我认为我做的是触及法律，是危害了国家的利益。我这一点做的是非常错误的。我是诚心诚意的接受教训，而且要认罪。Le 8 mai 2014, Gao Yu fait des aveux forcés à la télévision nationale. La mise en scène humiliante est digne des heures les plus sombres du régime. La journaliste est accusée d'avoir transmis à l'étranger une circulaire secrète du parti, le document numéro 9. 1 an plus tard, elle sera condamnée à 7 ans de prison pour divulgation de secrets d'État. C'est sa toute première interview depuis sa libération en 2015 pour raison médicale. Au tribunal, je leur ai dit que ce n'était pas moi qui avais révélé un secret d'État. Je n'avais donné le document à personne. Il était disponible partout sur Internet et presque en version intégrale. Et si les juges estimaient que ce document était un secret du parti, alors c'était eux qui étaient coupables de l'avoir révélé au monde. Le procès de la journaliste met au grand jour l'autoritarisme de Xi Jinping et sa ligne politique très dure. Ce document numéro 9 met en garde contre 7 périls en provenance de l'Occident. Parmi ces sujets devenus tabous, la démocratie constitutionnelle, le journalisme à l'occidental, la société civile, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, et les valeurs universelles, comme les droits de l'homme. Ce document numéro 9 dénigre complètement le système politique occidental. Il dénigre également le mode de pensée occidental et son système judiciaire indépendant qui ne sont pas transposables en Chine. Quand Deng Xiaoping était au pouvoir, il y avait certaines libertés, certaines ouvertures politiques. Par exemple, on autorisait les professeurs à utiliser en cours des manuels occidentaux. On publiait des livres occidentaux. Et les intellectuels pouvaient discuter de manière relativement ouverte de l'avenir de la Chine et critiquer légèrement le système de parti unique. Tout cela était possible. Mais avec ce document numéro 9, cette voie est totalement coupée. C'est vraiment ce document-là qui permet d'ouvrir les yeux sur la réalité de Xi Jinping. En fait, il
il est vraiment sur une position idéologique très très dure. C'est vraiment la fin des illusions. Pour Xi Jinping, l'ouverture politique est inenvisageable. Et pourtant, le président chinois a connu la persécution et les violences du système maoïste. Xi Jinping, son père, est un compagnon de lutte de Mao. Mais en 1962, son destin bascule quand le grand timonier décide de l'éliminer. Mao accuse son père, l'humilie en organisant un procès public et le jette en prison. Le jeune Xi Jinping devient un paria. Durant la révolution culturelle, il est ensuite envoyé en rééducation à la campagne chez les paysans. À ce moment précis, les violences des gardes rouges ont déjà entraîné plusieurs millions de morts. Cette expérience du chaos va le marquer à jamais. Pour des gens comme Xi Jinping, qui ont été persécutés par les gardes rouges, ce moment du début de la révolution culturelle, c'est celui où tout était permis. Beaucoup de gens qui ont vécu cette période pensent que la démocratie, c'est ça. Et ça a été un peu le discours du parti. Le discours du parti, c'est dans un pays comme le nôtre, il faut absolument qu'il y ait un parti qui tienne l'ensemble du pays, autrement, c'est le chaos. Une fois arrivé à la tête du pays, Xi Jinping n'aura de cesse de mener la guerre contre ceux qui veulent démocratiser la Chine. En 2017, c'est l'une des voix dissidentes les plus respectées qui va se taire à jamais, et le président chinois va en faire un symbole de sa toute-puissance. Ce jour de juillet 2017, fuite des images de l'intellectuel Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, entouré de médecins. En détention depuis 9 ans, il est atteint d'un cancer du foie en phase terminale. Les autorités refusent de le laisser sortir de Chine pour mourir en liberté. Il va décéder 2 jours plus tard. Liu Xiaobo était un homme remarquable. Son seul tort est d'avoir critiqué la dictature chinoise et il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. Il voulait la démocratie et la liberté. Xi Jinping, il a l'intention d'apparaître comme quelqu'un qui est fort. Et la mort de Liu Xiaobo en prison, c'est un signe de la force de la Chine sur la scène internationale. Le seul autre prix Nobel mort en prison, c'était von Ossietzky, sous le régime de Hitler. Eh bien, moi, je n'ai pas peur. Un prix Nobel de la paix meurt en prison, et alors? De fait, personne n'osera critiquer Xi Jinping. Le jour même du décès du prix Nobel de la paix, Donald Trump est reçu par Emmanuel Macron à Paris. Pendant la conférence de presse, un journaliste chinois s'adresse aux 2 présidents. Phoenix TV of China. Ma question est adressée à 2 présidents. Que pensez-vous personnellement de M. Xi Jinping? A great leader. He's a very talented man. I think he's a very good man. He loves China, I can tell you. We're now working on some trade deals. He's been very nice. He's let, as you know, beef go back in. Je pense que vos hommes politiques ont été transformés par les intérêts économiques. Ils sont maintenant du même niveau que nos commerçants des diasporas chinoises. Ils n'ont que l'argent dans les yeux. Je considère qu'il s'agit aujourd'hui d'un des grands leaders de notre monde qui est en train de conduire une réforme extrêmement importante et ambitieuse de la Chine, tant de la société que de l'économie chinoise. C'est Xi Jinping qui a raison. Rien ne s'est passé à la suite de la mort de Liu Xiaobo. On a continué à traiter avec la Chine de manière tout à fait normale. Donc la Chine est un pays normal. La Chine est très puissante. Qu'elle soit vertueuse ou pas n'a aucune importance. Il suffit que tout le monde nous craigne, reconnaisse nos succès. En revanche, le fait que le comportement de notre pays soit aux normes internationales, soit irréprochable, nos dirigeants s'en fichent. Tout en durcissant son emprise sur le pays, Xi Jinping n'a plus peur d'imposer la Chine sur la scène internationale, quitte à bousculer l'ordre mondial. En 2017, la richesse nationale du pays est maintenant 4 fois plus importante que celle de la France et le salaire moyen des citadins
a été multiplié par 100 en moins de 40 ans. La Chine talonne à présent les États-Unis et elle compte bien les dépasser. Ce jour-là, le monde entier est invité à Pékin pour le lancement du projet phare du président chinois, les nouvelles routes de la soie, une alternative à la mondialisation occidentale. Les inscriptions n'arrêtaient pas. Au final, on était 1500 et de plus en plus de chefs d'États étrangers. Tous voulaient participer et demandaient pourquoi on ne les avait pas sollicités. Avec les nouvelles routes de la soie, c'était comme s'ils pouvaient synchroniser leur développement à celui de la Chine. Un projet si important, c'est rare dans l'histoire. Plus de 60 pays, africains, asiatiques ou d'Europe de l'Est, ont envoyé une délégation. La France, elle, est représentée par Jean-Pierre Raffarin. Ce qui me frappe d'abord, c'est la présence de la Russie et au fond, ce tandem qui est présenté un peu au monde, qui est Xi Jinping-Poutine. Ces nouvelles routes de la soie sont un projet titanesque initié en 2013. Les produits chinois sont désormais acheminés grâce à une voie ferrée qui traverse le Kazakhstan et la Russie. Par la route, les marchandises passent par l'Asie centrale pour atteindre l'Europe. Par la mer, la route contourne l'Asie et aboutit en Méditerranée. Partout, les ports sont agrandis, voies ferrées et entrepôts sont construits. Chaque pays traversé bénéficie de nouvelles infrastructures financées par les Chinois. Une mise en réseau commercial de la planète au service de la Chine. Je pense que c'est ce concept-là qui a révélé au monde occidental l'ambition de la Chine. Ça fait tilt. On s'est dit, ah ben oui, c'est vrai, les nouvelles routes de la soie, c'est Marco Polo à l'envers. Que ce soit en Russie, en Asie du Sud-Est, à Kuala Lumpur, à Moscou, encore une fois, ou ailleurs, vous avez effectivement une sorte de filet, en quelque sorte, de comptoir, de réseau de comptoirs qui se met en place. Par toutes diverses formes, encore une fois, que ce soit des comptoirs, des terminaux ferroviaires, des centres logistiques, des zones exclusives et économiques, etc. Il y a toutes sortes de formules. Ça veut dire tout simplement de laisser l'investisseur chinois arriver, financer des projets, par exemple des ponts, des routes, des chemins de fer, des autoroutes, arriver avec ses propres ouvriers, ses propres entreprises, et puis ensuite devenir propriétaire de l'infrastructure. C'est une velléité stratégique, ni plus ni moins, de contrôle des infrastructures. Ça permettra de contrôler de bout en bout la chaîne d'approvisionnement, de captation, de marchandises, de transport, de logistique, et à terme, après, d'avoir des bastions, des pavillons avancés de la présence de l'influence chinoise. Et pour séduire, le président chinois a un argument de poids. Il promet d'investir 1000 milliards de dollars dans les infrastructures. L'avantage pour beaucoup de pays, il est très simple. C'est que vous avez de l'argent disponible à foison immédiatement. D'ailleurs, c'est une vraie question qui se pose pour l'Europe, parce que vous avez beaucoup de pays, par exemple des pays des Balkans, qui disent « Mais écoutez, nous, on n'a pas le choix. Où est-ce qu'on trouve l'argent pour construire nos routes, pour construire nos chemins de fer, pour investir, pour avoir des infrastructures modernes? Nous, on n'a pas suffisamment d'argent. Vous, Européens, vous ne nous en apportez pas. Donc on se tourne vers la Chine. » C'est quoi nos avantages si on investit dans ces équipements? Ces pays n'ont pas la capacité de les construire. Du coup, ce sont des entreprises chinoises qui le font. On a l'expérience et ça nous rapporte de l'argent. Et eux, ils se développent. C'est véritablement du gagnant-gagnant. Il faut mesurer le renversement stratégique que cela représente. Aujourd'hui, les investissements chinois en Afrique, la totalité des investissements financiers de la Chine en Afrique, sont supérieurs à l'ensemble des investissements de la Banque mondiale. Ça veut dire qu'un ordre occidental s'est substitué à un ordre chinois. C'est ça l'enjeu du XXIe siècle. Au cœur de l'Europe, c'est à Duisbourg que se situe la tête de pont des nouvelles routes de la soie. Depuis 2014, une liaison ferroviaire de 10 000 km à partir de Chongqing permet d'acheminer les produits chinois
en une quinzaine de jours jusqu'à cette ville allemande. Un choix stratégique, Duisbourg est le plus grand port fluvial du continent. À partir de là, les marchandises sont distribuées vers toute l'Europe. Chongqing produit aujourd'hui un tiers des tablettes tactiles, 20% des smartphones et plus de 10% des voitures du monde entier. Avant, pour les transporter vers l'Europe, ça prenait 35 jours pour atteindre Rotterdam via la mer. Et par avion, c'était 5 fois plus cher. Ces investissements chinois sont une aubaine pour Duisbourg, en plein déclin depuis la fermeture des sidérurgies il y a 30 ans. 80 entreprises chinoises se sont installées dans la ville, créant une nouvelle dynamique au cœur de l'Europe. Xi Jinping s'affirme comme le chef d'orchestre d'une mondialisation alternative. Et il va faire une démonstration de force pour asseoir son nouveau rôle international. En juillet 2017, le président s'affiche en chef de guerre dans le désert chinois. Une parade militaire spectaculaire, l'armée chinoise, la première au monde en nombre d'hommes, est maintenant prête à s'implanter à l'étranger. Seulement 2 jours plus tard, le symbole d'un drapeau rouge s'élevant dans le ciel africain est sans équivoque. L'inauguration de la base chinoise de Djibouti le 1er août 2017 a été un moment exceptionnel pour l'armée chinoise et pour la Chine elle-même. C'était à bien des égards inattendu. D'abord parce que la Chine a toujours dénoncé les bases militaires des pays impérialistes à l'étranger, en particulier en Afrique. Je me suis senti très fier à ce moment-là. Et c'est aussi une chose sacrée pour moi. Maintenant, l'armée populaire de libération n'a pas seulement la capacité de défendre les 9 millions de kilomètres carrés de territoire chinois, mais elle a la capacité de sortir des frontières pour aller protéger les intérêts de l'État chinois à l'étranger. Aujourd'hui, on a notre première base militaire. Et c'est vraiment peu. Les Américains, ils en ont combien déjà à l'étranger? Certains disent plus de 400 bases militaires. C'est beaucoup, en tout cas par rapport à nous. L'arrivée de l'armée chinoise à Djibouti prend le monde entier de court. Entre l'annonce et l'inauguration, il s'est écoulé à peine 2 ans. Le petit État de la Corne de l'Afrique est un point stratégique du commerce mondial, à l'entrée de la mer Rouge qui mène au canal de Suez. 5 pays, dont les Américains et les Français, y ont déjà une implantation militaire. Avec leur base, les Chinois veulent sécuriser leur route de la soie maritime. Si les voies commerciales alentour étaient bloquées par d'autres pays, notre nation subirait des pertes colossales. Afin de protéger les intérêts de notre pays, on a donc besoin de fonder une base militaire là-bas. On a une base militaire chinoise dans lequel on ne sait pas combien il y a de soldats très concrètement, 500, 800, 8000, 10 000, alors tout ce qui sort dans la presse. Les Chinois eux-mêmes sont colporteurs de fausses informations, de rumeurs. Quand vous choisissez de construire votre base à côté d'une base américaine, cela veut dire que vous voulez surveiller ce qui s'y passe. Vous voulez surveiller les Américains. Leur approche a été, je dirais, brutale, et c'est effectivement la manière dont cela a été perçu. L'armée américaine a plutôt été choquée. C'est très intéressant, cette ambiance. Les militaires américains nous surveillent, ça c'est sûr. Nous aussi, on peut regarder la manière dont ils ont construit leur base, comment ils opèrent. On a besoin d'estimer leurs forces afin de se protéger de leur hégémonisme et d'éviter qu'ils ne fassent de mauvaises choses. L'armée chinoise accélère sa modernisation. En 4 ans, elle a construit l'équivalent de toute la flotte française. Et la création d'autres bases militaires dans le monde serait en cours de négociation. Une autre implantation commence à inquiéter les Occidentaux. Une implantation technologique. Le géant high-tech Huawei se vante d'avoir conquis 230 villes dans le monde avec son système futuriste de villes sûres. Dans ce film promotionnel,
l'entreprise chinoise en détaille les atouts. Intelligence artificielle, 5G, réseau de caméras et reconnaissance faciale y sont combinés pour optimiser la sécurité. En développant des Safe City, ils offrent pas seulement un kit de technologie, ils offrent tout un système de gestion des comportements dissidents. Le seul problème, c'est que dès que ce système est mis en place, le système il peut être privatif de liberté ou il peut aider la société à mieux fonctionner. Ça dépend qui on a au gouvernement, qui en a en tête. En Chine, ces technologies révèlent tout le potentiel de contrôle de la population. Huawei, bien qu'entreprise privée, est l'allié du parti et de ses services de sécurité. Et cela afin de mettre en place un système de notation des individus grâce aux 400 millions de caméras installées dans le pays et à la gestion en temps réel des données numériques de chacun. Quand vous contrôlez ces technologies de l'information et cybernétique, c'est pour effectivement avoir une collecte de données, puisque aujourd'hui l'être humain est en permanence connecté sur son ordinateur portable téléphone. Donc les données, ce que l'on fait, où est-ce qu'on va, nos goûts, nos préférences, différentes orientations, jusqu'aux idées politiques. La généralisation de ces nouvelles technologies hors de Chine présente aussi un autre danger, celui de pouvoir interférer dans le fonctionnement d'une ville ou d'un pays. Demain, avec la 5G, vous aurez notamment des objets connectés, vous aurez notamment les véhicules autonomes qui fonctionneront grâce à la 5G. Donc si votre réseau 5G s'arrête, ça couperait par exemple le trafic automobile. Donc en gros, on n'a plus besoin de pénétrer dans le pays pour le paralyser, mais on peut le faire à distance. Et donc dès lors, si une puissance étrangère avait la capacité de couper ce réseau 5G, ça poserait un grave problème à notre souveraineté. Comment diable pouvez-vous accepter que vos systèmes de communication soient gérés par une entreprise liée de près à un État autoritaire qui ne croit pas en la liberté des communications? C'est une incohérence fondamentale qui me sidère, en particulier de la part des Européens qui semblent l'accepter. Et vu la manière dont le gouvernement chinois utilise depuis toujours la technologie pour espionner ses propres citoyens ou les étrangers, cela me semble une pure folie. Le déploiement de la 5G est un enjeu stratégique et commercial. D'ici 2035, elle sera au cœur d'une économie mondiale pesant 12 000 milliards d'euros. Huawei est le mieux placé pour rafler la mise. La suprématie américaine est attaquée de toutes parts. Numérique, énergie, BTP, les géants chinois occupent désormais les premières places mondiales. Mais la réplique américaine va s'avérer brutale. En 2018, le président Donald Trump déclare la guerre économique. We have right now an $800 billion trade deficit with the world. So think of that. So let's say we have 500 with China. That would mean that China is more than half. So we're going to get it taken care of. And frankly, it's going to make us a much stronger, much richer nation. Quand les États-Unis ont vu la Chine sur le point de les dépasser, ils ont réagi comme des fourmis dans une casserole toute chaude, très nerveux. À Washington, toute la classe politique s'est réveillée, en alerte, et même un peu hystérique. Il n'y a aucun doute. La Chine est devenue plus forte et empiète sur les positions américaines. Ce jour-là, Donald Trump signe un ordre imposant des surtaxes douanières de 60 milliards de dollars sur des produits chinois. This is the first of many. This was number one, but this is the first of many. Le président Trump est un grand provocateur. Il perturbe la normalité du monde, ce qui rend les gens nerveux. Nous ne sommes pas habitués à ça. Les Chinois ripostent du tac au tac. Mais le président américain maintient la pression. Il va oser s'attaquer au géant des télécoms, Huawei. 9 mois plus tard,
La fille du fondateur, également directrice financière du groupe, est arrêtée au Canada sur demande des Américains. Elle est accusée de vol de secrets commerciaux et de violation de l'embargo sur l'Iran. Quand la princesse Huawei est détenue au Canada, c'est un choc pour le monde entier, car la guerre commerciale prend une tournure personnelle. Je pense que Huawei est à la fois important sur le plan stratégique, mais aussi symbolique. En 4 décennies de liens avec les États-Unis, nous n'avions jamais vu un dirigeant américain agir de la sorte. La Chine avait bien accueilli l'élection de Trump du fait de son passé de businessman, plus pragmatique et plus pro-business. On pensait qu'il allait rapprocher la Chine et les États-Unis, mais ce fut tout le contraire. Il y a au sein du gouvernement américain des conseillers importants qui pensent réellement que les Chinois posent une menace existentielle et que Huawei doit être détruit. En mai 2019, pour détruire ce concurrent gênant, Donald Trump interdit aux entreprises high-tech américaines de travailler avec le géant chinois. Effectivement, il les freine pour 1 ou 2 ans, mais ne l'auront pas. La capacité d'innovation et d'études de recherche chinoise fait que sous la pression des Américains, les Chinois vont trouver le moyen de tout faire par eux-mêmes. C'est-à-dire que la situation à moyen terme sera pire que celle qu'on a aujourd'hui. Ils n'auront plus besoin des Américains du tout. Le reste du monde doit décider s'ils veulent aligner leur position sur celle des États-Unis, même avec toutes nos erreurs et l'animosité que nous avons pu créer en étant le leader mondial, ou s'ils veulent travailler avec les Chinois. Le monde va être structuré par la guerre commerciale, financière, technologique entre le numéro 1, les États-Unis, et le numéro 2, la Chine. Est-ce que nous sommes broyés par ces 2 bulldozers, ou est-ce que nous sommes capables d'avoir l'impératif européen, c'est-à-dire d'avoir une existence? C'est ça l'enjeu. L'Europe décide également de riposter. Le président Emmanuel Macron déclare la fin de la naïveté à l'égard de la Chine, et cela va se concrétiser par une image forte. En 2019, le président français accueille Xi Jinping sur le perron de l'Élysée, en compagnie de la chancelière allemande et du président de la Commission européenne. L'Europe présente un front commun et le ton change. Je pense qu'il y a eu un peu de surprise de la part de la Chine, qui n'est pas habituée à ce que nous nous présentions unis. Tout ça est resté très diplomatique, très feutré, il n'y a pas eu d'éclat de voix. On n'est pas dans une rhétorique assez agressive comme peut l'être Donald Trump, le président américain, mais là on est quand même dans un changement d'époque en fait. Les Chinois ont toujours mis en avant leurs intérêts et qu'aujourd'hui l'heure est venue pour l'Union européenne de mettre elle aussi en avant ses intérêts et que donc il faut trouver une nouvelle politique. C'est l'intérêt de la France comme de l'Europe d'avoir de bonnes relations commerciales avec la Chine, c'est ce que nous essayons de faire, mais sur la base d'un rapport d'équité, pas sur la base d'un rapport de soumission. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. Tous les messages que nous vous passons sur la réciprocité commerciale, sur la protection de nos technologies les plus sensibles, ce sont des messages nationaux, mais ce sont aussi des messages européens. Vous avez accès à nos marchés publics en Europe, en France, eh bien il faut que nous ayons accès à vos marchés publics en Chine. Vous exigez des transferts de technologies, on ne peut pas transférer toutes les technologies. Vous apportez des aides publiques à certains de vos constructeurs, eh bien nous, enfin, en Europe, on accepte d'apporter des aides publiques à certaines filières industrielles qui démarrent. Il y a quelque chose de juste dans l'idée qu'aujourd'hui, la Chine n'est plus un pays en développement comme elle l'était il y a 20 ans, et donc qu'elle doit accepter des disciplines supplémentaires, par exemple sur le contrôle des investissements, ou sur la réciprocité en matière d'investissement,
l'Union européenne a durci sa position. Le front commun des Européens ne semble pas ébranler le leader chinois. Son ambition reste intacte. Xi Jinping a le temps pour lui. Il a réussi à faire changer la constitution et est devenu président à vie. Jamais, depuis Mao Tse-tung, un dirigeant chinois n'a concentré autant de pouvoir. Il paraît avoir la main pour réaliser son ambition, hisser la Chine à la première place mondiale. Dans le fond, pour Xi Jinping, on revient à l'ordre naturel des choses. Il y a eu une éclipse de 3 siècles, entre le XVIIe et la fin du XXe siècle. Durant cette éclipse, la Chine n'était plus au centre du monde, elle était repliée sur elle-même. Et là, d'une certaine façon, les choses reprennent leur cours normal. La planète se réorganise autour de la Chine. Les Chinois sont convaincus que la guerre commerciale avec les Américains, ils la gagneront. Et toujours avec le même raisonnement, c'est qu'eux, ils se battent sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, alors que le président américain, il se bat pour la prochaine élection. Et donc, ils ont le long terme pour eux. Trump a très peu de temps pour affronter sur la scène mondiale le président Xi Jinping. S'il n'est pas réélu, il sortira très vite de l'histoire. Mais notre président Xi, lui, va pouvoir travailler à l'avenir de la Chine. Il va devoir faire face à d'autres présidents américains, et pas seulement à Trump. Au printemps 2020, ce ne seront donc pas les Américains qui viendront remettre en question leur stratégie, mais un virus. En quelques mois, le Covid-19 grippe la mondialisation centrée autour de la Chine. On a mis au grand jour de fortes dépendances qui s'étaient créées petit à petit, ne serait-ce que d'un point de vue sanitaire, sur la production des masques, sur la production des principes actifs, dont je crois plus de 70% sont produits en dehors du territoire national. Et donc la situation qu'on a vécue appelle à un véritable sursaut stratégique pour reprendre en main notre destin, y compris d'un point de vue sanitaire, et ne pas se contenter de dire « mais si on a besoin de masques, la Chine saura les produire ». Aujourd'hui, c'est vrai que la pandémie a mis en lumière ces failles et cette espèce de déresponsabilisation, de fuite en avant qui a accompagné les politiques européennes et occidentales ces dernières années. La question n'est pas du tout de remettre en cause la mondialisation ou de remettre en cause les échanges internationaux, mais c'est d'être moins vulnérable, d'être moins exposé aux risques où, en cas de crise, les chaînes de production sont trop délocalisées et donc nous rendent vulnérables. Cette pandémie va-t-elle redistribuer les pions sur l'échiquier mondial? Le Parti communiste chinois a fait un pari risqué. Il a lié sa légitimité au taux de croissance du pays. Un modèle remis en cause aujourd'hui par l'épidémie et par la crise économique sans précédent qu'elle engendre. La partie n'est donc pas terminée.